Oui, oui, t'as bien lu le titre. Vis-tu dans une démocratie? La République dans laquelle tu vis et souvent pour laquelle tu votes, puisque tu votes normalement pour tes idéaux, est-elle démocratique? Pour cela, pour répondre à cette question assez costaud, on va dire ça comme ça, on va faire nos petites recherches. On va développer en profondeur parce que dire juste oui, elle est démocratique, cette république ou non, elle ne l'est pas, juste comme ça parce que j'ai décidé de dire oui ou non, bah ça n'a pas d'intérêt. Donc, on part en recherche. Alors l'objet de ma question, pourquoi je me suis posé cette question, au-delà de vivre dans un pays républicain, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, la République est le régime le plus répandu du monde. Sur 197 pays, 152 sont officiellement des républiques. Alors, on y va là. La République, c'est quoi? Donc la République, par définition, c'est une forme d'organisation politique d'un pays où l'autorité est détenue par le peuple ou par des représentants choisis, souvent à travers des élections, et où le chef d'État, s'il y en a un, n'accède pas à son poste par héritage. C'est le contraire de la royauté. Donc cette définition que j'ai trouvée dans le Petit Larousse, elle me paraît un peu faible, un peu légère. Avec Atlas, on va creuser plus en profondeur. Donc le terme république, il vient du latin res publica, qui se traduit littéralement par chose publique. Il désigne d'abord l'intérêt commun, avant de faire référence au gouvernement, à la politique et finalement à l'État. Dans l'Antiquité, les œuvres comme la République de Platon, la Politique d'Aristote ou encore de la République, des Republica de Cicéron, ont exploré les différentes formes de gouvernement. Le mot res dans le latin juridique désigne une affaire à traiter en justice et historiquement, cela se rapporte aux affaires de la plèbe défendues par le tribat, représentant des tribus. Face à cela, donc vous retrouvez le Sénat romain qui est composé des chefs de famille nobles de Rome. Alors le terme de république, il vient d'où? Res publica, comme je vous ai dit, c'est du latin. Donc la République, elle, ne vient pas de Grèce. Même s'il est légitime de considérer les contributions importantes de la Grèce antique, en particulier à Athènes, dans le développement de la pensée politique en matière de gouvernance. La Grèce antique est considérée comme le berceau de la démocratie, avec la mise en place de la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette république sera dirigée par Périclès. Athènes offrait une forme de démocratie directe où les citoyens participaient directement à la prise de décision politique par le biais de l'assemblée de l'Ecclésia. Mais ceci n'est pas ce que nous recherchons nous. Nous recherchons l'origine de la res publica. Et donc l'origine de la première république remonte à l'Antiquité avec la création de la République romaine en 509 avant notre ère. C'est souvent considéré comme le premier exemple significatif d'une république telle que nous l'entendons aujourd'hui, bien qu'il y ait eu d'autres systèmes de gouvernance républicains dans les civilisations plus anciennes et contemporaines. Mais voyons un petit peu cette République romaine. La République romaine, née après la chute de la monarchie romaine, avec le renversement du dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe, en 509 avant Jésus-Christ, cet événement marque la transition de Rome d'un régime monarchique à un régime républicain. Donc le terme de res publica, comme je vous l'ai dit, signifie chose publique. Le pouvoir à Rome était alors partagé entre différents organes de gouvernement, notamment le Sénat, composé principalement des aristocrates, les patriciens, qui jouaient un rôle clé dans la décision politique, les magistrats, tels que les consuls, donc c'est les plus hauts fonctionnaires de l'État qui étaient élus pour une durée limitée et ne détenaient pas le pouvoir à vie, et les comices. Donc c'est des assemblées populaires où les citoyens romains pouvaient voter sur certains critères, lois et des décisions. Rien que ça. On considère bien souvent cette république comme une oligarchie avec quelques droits aux électeurs. On dit que le système romain comportait des éléments oligarchiques où les classes supérieures avaient plus de pouvoir. Mais il y avait aussi quelques points démocratiques grâce à la participation de citoyens dans les décisions via les assemblées. L'histoire de la République romaine est marquée par des conflits internes, notamment entre les patriciens, représentés par les aristocrates, et les plébéiens, donc ceux du peuple, donc la plèbe en quelque sorte. Ces derniers luttant pour obtenir plus de droits politiques et sociaux. Ces tensions aboutirent à des réformes importantes, telles que l'institution des tribuns à la plèbe, les représentants élus pour défendre les droits des plébéiens contre les abus des magistrats et du Sénat. On va retrouver bien évidemment d'autres formes
Après la République romaine, d'autres sociétés vont bien évidemment adopter d'autres formes de gouvernement républicain, mais souvent plus locales et spécifiques. On va retrouver donc certaines cités de la Ligue achéenne et de la Ligue étolienne en Grèce, qui fonctionnaient avec des systèmes proches de la République. Également, si on sort de l'Europe, on va retrouver également d'autres systèmes proches des républiques, comme dans l'Inde ancienne, avec des républiques tribales ou Ganashga, qui étaient des États dirigés par des assemblées ou des conseils tribaux plutôt que par des monarques. On saute dans le temps et on arrive au Moyen-Âge. Donc après la chute de l'Empire romain d'Occident, le modèle républicain s'efface au profit de systèmes monarchiques féodaux. Cependant, il y a des expériences républicaines qui subsistent ou réapparaissent au Moyen-Âge, notamment dans certaines cités italiennes comme Venise, Florence ou Gênes. Même encore des systèmes républicains oligarchiques voient le jour. Ces républiques marchandes étaient souvent dirigées par des conseils de notables ou des riches familles commerçantes. Des républiques se rapprochant de l'oligarchie. On retrouve également ces notions avec notre ami Jean Bodin en 1576 qui définit les 6 livres de la République comme le droit de gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Cet ouvrage aura une influence directe sur la philosophie des Lumières. On retrouvera Jean-Jacques Rousseau qui parlera du contrat social et définira tout l'État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. Fin de citation. Au XVIIIe siècle, en France, la notion de république, comme je vous disais, est assez rare et même quasiment infime en France. On retrouve quelques cités-États dont je vous ai parlé ultérieurement, donc les cités marchandes. La République de Hollande est également une république au XVIIIe siècle, ainsi que la Suisse. Mais ce sera tout pour le XVIIIe siècle, du moins le début. Avec les idées des Lumières et de la révolution d'indépendance des États-Unis, les idées de substitution à la monarchie se développent, ce qui nous amènera dans l'ère moderne, où on retrouve la première République française de 1792, qui est souvent citée comme le premier exemple significatif de république à l'ère contemporaine. Elle fut proclamée en 92, après la chute de la monarchie de Louis XVI lors de la Révolution française. La Révolution française va marquer un tournant dans l'histoire mondiale en proposant un modèle républicain basé sur des principes démocratiques, d'égalité et de souveraineté populaire. La Constitution de 93, bien que jamais appliquée, mettait en avant des principes fondamentaux tels que le suffrage universel masculin, la séparation des pouvoirs et l'abolition des privilèges. Le gouvernement républicain s'organisait autour de la Convention nationale, puis du Directoire, et enfin du Consulat, avant l'avènement de Napoléon Bonaparte. Merci Atlas, tout ceci était instructif. Passons maintenant aux choses sérieuses, si tu veux bien. On y arrive. Donc on va répondre à 2 questions ici. La première, c'est que la République est-elle une démocratie? Et la deuxième, c'est que la 5e République, dans laquelle tu es et dans laquelle tu votes, est-elle démocratique? On va y répondre tout de suite. Alors la République, je vous ai déclaré son homonyme, est l'ennemi et l'opposé de la monarchie héréditaire. Mais la République n'est pas synonyme de démocratie. Du moins pas toujours. De nos jours, il existe différents types de républiques, à savoir les républiques présidentielles, les républiques à régime présidentiel liées à un régime parlementaire, les républiques à régime semi-présidentiel, les républiques à régime parlementaire, donc on appelle les républiques parlementaires, et les républiques où la Constitution n'accorde le droit de gouverner qu'à un parti unique. Maintenant, la République, comme on l'a vu, même si auparavant elle était dirigée par les plus riches, et cela ne date pas que, mais également de l'ère moderne, où même au 19e siècle en France, c'était les classes les plus riches qui avaient le droit de voter. Donc la République moderne du 20e siècle, où les représentants du peuple ont le droit de voter et de choisir leurs dirigeants, ne sont pas en droit de voter les lois. Ce travail va être délégué aux sénateurs et aux parlementaires, qui vont être en charge d'appliquer les lois et surtout de les créer aux dépens du peuple qui parfois sera en désaccord avec ceux-ci. Maintenant, on va se pencher sur la 5e République. Mais avant, il est essentiel de préciser ce que nous entendons par démocratie. Dans une démocratie moderne, plusieurs principes sont respectés, donc notamment la souveraineté populaire, le pouvoir est détenu par le peuple qui l'exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Il
Il y a une séparation des pouvoirs. Le pouvoir est partagé entre différentes branches, législatives, exécutives, judiciaires, pour éviter toute concentration excessive dans une seule institution. Il y a également un état de droit où les décisions politiques sont prises dans le respect des droits et des lois fondamentales du pays. Il y a une élection libre et régulière. Les citoyens élisent librement leurs représentants lors d'élections transparentes et compétitives et également ont un droit de veto sur leurs dirigeants. Et pour finir, on a un contrôle et une responsabilité des dirigeants où les gouvernants doivent rendre compte de leurs actes et peuvent être sanctionnés par le biais d'élections de contre-pouvoirs institutionnels ou de recours juridiques. Alors la Ve République, elle, se caractérise par des institutions à la fois représentatives et participatives, mais aussi un renforcement de l'exécutif qui suscite de nombreux débats sur son caractère de moins en moins démocratique. La Constitution de 58 consacre la souveraineté populaire dans son article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Cela implique que les citoyens exercent leur pouvoir principalement par le biais de représentants élus. C'est la République représentative, mais ce n'est pas la démocratie directe. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, joue un rôle clé dans la représentation du peuple. Les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Cette double représentation assure un lien direct et indirect entre les peuples et les institutions législatives. Le Parlement vote des lois et contrôle l'action du gouvernement, bien que son pouvoir ait été largement amoindri par rapport aux républiques précédentes. Tout ceci nous amène à 4 ans plus tard, en 1962, qui introduit l'élection du président au suffrage universel direct. Le président devient une figure centrale du système politique directement élu par les citoyens par un mandat de 7 ans, réduit à 5 ans. Cela renforce le lien démocratique entre le peuple et l'exécutif et confère au président une légitimité démocratique directe. Dans la Ve République, il y a également la séparation des pouvoirs qui propose un équilibre fragile. Cet équilibre est fragile mais caractérise un régime de démocratie et la séparation des pouvoirs. Sous la Ve République, cette séparation existe, mais elle penche fortement en faveur de l'exécutif. Également, les électeurs ont des droits, des pouvoirs, notamment de voter, mais ont très peu de pouvoir sur les lois et ne peuvent pas faire de référendum, du moins sur le territoire français. Malgré cela, il y a des critiques démocratiques de la Ve République, notamment la question du présidentialisme. La Ve République est souvent critiquée pour la trop grande concentration du pouvoir entre les mains du président. Le terme de monarchie républicaine est fréquemment utilisé pour décrire cette situation, car le président, bien qu'élu démocratiquement, possède une marge de manœuvre et une influence considérable sur l'ensemble des institutions. Cette situation pose la question de savoir si cette concentration du pouvoir est véritablement le principe de la séparation des pouvoirs fondamentaux à toute démocratie. Donc, est-ce qu'on s'éloignerait pas de la démocratie? C'est une question qui est mise en avant. Il y a aussi un autre défi de la démocratie de la Ve République, qui est le système électoral majoritaire, qui favorise la bipolarisation politique droite-gauche et limite la représentation des partis minoritaires. Ce système tend à renforcer les grands partis politiques, laissant peu de place aux nouvelles voies politiques, même si en ce moment, la droite et la gauche deviennent l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a aussi l'abstention, donc la France connaît un taux de croissant d'abstention lors des élections. Cette situation reflète une désaffection des citoyens vis-à-vis de la politique et une méfiance croissante à l'égard des institutions. En conclusion, la Ve République représente bien sûr la République, n'est pas particulièrement une démocratie, même s'il y a quelques points de démocratie représentatifs. Le fait qu'il y ait une bipolarisation, une faible capacité d'initiative citoyenne et une centralisation du pouvoir constituent des défis pour cette République peu participative et déséquilibrée. Pensez à aimer, à partager et à commenter. Vous pouvez me faire un petit don. C'est ici que se termine la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!